Bonjour Valérie. Bonjour. Je suis ravie que tu nous accueilles ici, chez toi, avec Viv. On est entre Nîmes et Montpellier. On a les chevaux derrière, donc vous aurez sûrement l'occasion de les voir passer, là, tout le troupeau de Valérie. Ce que j'avais envie, c'est que tu nous partages déjà, pour commencer, qui tu es et ce que tu fais pour les personnes qui ne te connaissent pas. Et puis après, on ira creuser sur d'autres sujets pour comprendre un peu comment tu en es arrivée là. Depuis 2015, j'accompagne les personnes pas uniquement par Internet. Je fais quelques stages en présentiel, mais c'est vraiment rare sur l'année. Mon cœur de métier, c'est vraiment l'accompagnement à distance. C'est ni bisounours, ni dur. Le nom de mon entreprise, c'est Juste avec mon cheval. Et c'est vraiment, c'est d'être juste avec les chevaux, dans tous les sens du terme, aussi bien de justesse, de justice, d'isolement. Ce que je veux faire, c'est aider les personnes qui sont seules dans leur coin avec leur cheval, qui ont envie d'évoluer dans une relation saine et sécuritaire et bienveillante avec leurs chevaux et qui sont seules, soit qu'elles aient leurs chevaux comme moi à la maison, soit qu'elles aient leur cheval dans une écurie et qu'en fait, leur environnement, c'est pas ça, quoi. Donc j'ai plusieurs façons d'aider les gens et de les accompagner. Il y en a qui se font en groupe, il y en a qui se font, comment dire, juste one-to-one, en coaching. Tu fais du coaching en direct? Ouais, je fais du coaching en direct aussi. Mais vraiment, l'idée, c'est ça. C'est d'aller vers la relation qu'on souhaite avoir avec son cheval en toute sécurité. Et donc tu disais que tu proposes à la fois des suivis en groupe, des suivis en individuel, des stages parfois en présentiel aussi. En fait, je fais des stages de formation en ligne. Voilà. Et comment dire, les stages en présentiel sont un peu particuliers puisque je fais ici et puis dans d'autres endroits des stages équestres sans chevaux. Yes. Donc ça, c'était un petit peu particulier pour certaines personnes qui me disent un stage sans cheval et on va apprendre quoi? Et en fait, c'est des stages qui sont à base de simulation où on va pouvoir vraiment se concentrer sur notre ressenti, sur notre énergie, sans avoir, pour les personnes par exemple qui ne sont pas à l'aise avec les chevaux, qui ne sont plus elles-mêmes avec les chevaux, de pouvoir mieux sentir dans leur corps comment les choses se passent pour pouvoir après les reproduire avec leurs chevaux et avoir des bases plus solides en fait. Et ça, c'est top parce que moi, je l'avais expérimenté quelques années en arrière et effectivement, ça m'a amené des prises de conscience sur la façon dont je me tenais ou la façon dont je faisais les demandes avec le cheval que j'aurais pas eu avec l'animal en direct. Et oui, en plus là, pour une fois, on a un feedback puisque c'est l'humain en face de nous avec qui on fait l'exercice qui dit « Oh, doucement !» La façon dont tu fais, ah oui, c'est vrai que je ne l'avais pas vu comme ça, clairement, donc hyper puissant. Et comment t'en es venue à proposer tout cet accompagnement ? C'est quoi ton parcours? Dis-nous. Alors moi j'ai un parcours chaotique. Atypique, on va dire. Atypique, on va dire ça, on peut voir les deux côtés. Atypique, Bon déjà moi j'ai jamais rêvé d'aller avec les chevaux parce que j'en avais à la maison. Parce que moi j'ai grandi, quand j'étais petite, mon père rêvait d'avoir des chevaux, il achetait un cheval et puis une jument et puis on a eu des poulains et puis on avait... Et moi j'ai grandi au milieu des chevaux donc j'ai jamais été la petite fille qui a des posters de chevaux dans sa chambre. Mais pas du tout, jamais. C'était ton quotidien déjà? Oui, c'était mon quotidien. Moi je veux dire, je connaissais bien déjà la pelle. Hein. Oui, tu connaissais les bons, les moins bons côtés. C'est ça. Moi j'ai eu mon premier cheval, j'avais 10 ans. Il avait 10 ans, il avait 3 ans, il venait d'être débourré, hop, c'était le mien, hop, j'étais l'aînée, donc c'était le premier cheval, donc c'était pour moi. Et puis voilà, et les chevaux, c'est un peu le fil rouge dans ma vie. J'ai fait beaucoup de choses différentes dans ma vie, j'ai exercé un nombre de métiers incalculable. Tu t'es lancée sur quoi au départ, quand tu fais tes études? Alors, quand j'ai fait mes études, j'ai fait des études de géologie. Et puis, un courant dans ma vie a fait que j'ai pas pu continuer mes études. Donc j'ai travaillé pour vivre. Et dans les multiples métiers que j'ai faits, il n'y avait pas le palefrenier. Et je suis revenue aux chevaux. Reconnecté avec les chevaux par palefrenier soigneur. Et je travaillais donc dans une écurie de propriétaires avec une Anglaise qui, elle, était une super cavalière d'obstacles. Et donc, c'était une pension de travail. Elle travaillait tous les chevaux tous les jours. Et donc, du coup, là, j'ai appris tout ce qui me manquait, puisque moi, j'avais l'habitude des chevaux dans la pampa. Donc, tous les matins, je m'occupais techniquement des chevaux. L'après-midi, je longeais des chevaux, je travaillais des chevaux. Et donc, j'ai fait ça pendant 6 mois. Et j'ai rencontré un cheval qui allait être en retraite et qui était là, dont personne ne s'occupait, en fait. Il était à Sonia, mais personne ne s'en occupait. Et il avait 17 ans.
Ok. Et c'était un sel français. Et Sonia me le prêtait pour monter. Et en fait, quand elle est partie en Espagne. Et elle devait le mettre à l'abattoir parce qu'il avait 17 ans, que personne n'en voulait. Et donc j'ai acheté Mystère. Mystère. Mystère, mon premier cheval, qui m'a beaucoup appris, le meilleur prof que j'ai rencontré de toute ma vie. Il m'a beaucoup, envoyé sur les roses avec mes envies de petite, voilà, en me disant, ok galop, non mais t'as vu la tête du chemin, pas question que je galope là-dedans. Et donc il a commencé à me former, lui, vraiment. Un vrai prof. Et puis, je ne voulais pas qu'il reste seul, donc j'ai trouvé par hasard aussi un poulain qui était croisé anglo-comtois et donc qui à 18 mois faisait juste la taille de mon sel français. Et donc Cheyenne, lui, ben, il ne savait rien faire. Il ne savait pas marcher en longe, il n'avait jamais eu un toit au-dessus de la tête, il avait grandi auprès avec maman et c'est tout. Oui, il partait de zéro. Quoi. Il partait de zéro, de zéro, de zéro. Et en fait, Cheyenne, c'est lui qui m'a amenée où je suis aujourd'hui. Oh, merci Cheyenne. Ouais, merci Cheyenne. Parce que c'est un cheval à qui il fallait tout apprendre, qui ne savait rien. Et moi, en fait, j'ai appris en lui apprenant. Donc, j'ai trouvé plein de notions qui sont aujourd'hui hyper connues, comme le confort-inconfort que j'ai découvert avec lui. Je veux dire, quand on a un cheval d'1,70 m au garrot, demi-trait, et quand on me conseillait de lui mettre le tornet pour lui apprendre à donner les pieds, je veux dire, je lui ai appris à donner les pieds en liberté. Ouais. Je me suis dit, ok, on se met dans la cour, je ferme, il n'y a pas un gramme d'herbe, il n'y a rien. Et puis, j'ai passé mon après-midi. Et puis le soir, il donnait les 4 pieds en liberté sans aucun problème. Et donc du coup, c'est vraiment avec ce cheval-là que j'ai appris à apprendre aux chevaux. En plus, je ne suis pas partie avec la facilité avec un cheval de ce gabarit. Les gens avec qui je partageais cette écurie à un moment, me disaient « mais c'est pas un cheval de femme ». J'adore. C'est bien les petits préjugés. Avec un gabarit pareil, en plus entier, je ne l'avais pas castré parce que ça allait bien. Donc en fait, je ne l'ai pas castré, je l'ai gardé entier. J'avais pas de raison, il n'y avait pas de jument, il était tout à fait civilisé quand on sortait en groupe. Donc, et j'ai vraiment appris avec Cheyenne. Et ça, en fait, je crois que c'est ma chance. C'est ma chance de ne pas avoir appris en club, de ne pas avoir attendu qu'on réfléchisse à ma place. Ah, j'aime beaucoup cette idée-là. Et du coup, là, j'étais face à ce gros cheval qui ne savait rien faire et il fallait que je trouve des solutions. Et donc, du coup, j'ai appris à réfléchir avec les chevaux à ce moment-là. Comment je peux faire pour qu'il soit OK avec ma demande, quoi. Oui, par exemple, il ne passait pas dans les flaques montées. Chaque fois qu'on arrivait dans une flaque, il reculait. Et un jour, j'étais chez moi, j'avais mes chevaux au box, ils tombaient, mais des hallebardes. Et je me disais, en fait, le problème, Fauzi. Viens vérifier. Tout va bien pour toi. Et en fait, je me disais, il va y avoir encore des flaques partout, ça va être l'enfer. Ouais. Et d'un coup, je me suis dit, mais génial! En fait, je suis allée à l'écurie, j'ai scellé mon cheval, je suis partie avec mon cheval en main, je l'ai planté au milieu d'une énorme flaque parce qu'en main, il passait sans problème. Okay. Je l'ai planté au milieu d'une immense flaque, je suis montée, donc sous la pluie battante, toute seule au milieu d'une plaine. Et puis, je me suis dit, maintenant, à toi de voir ce que tu fais. Mais non, on est dedans. Est-ce qu'on en sort? Et j'ai attendu. Et puis j'ai attendu 20-25 minutes. Alors j'avais mis il y a quelques années, j'attendais 20 minutes et les gens trouvent que c'est beaucoup, voilà, quand même. Ben oui, parce que ça peut être très long en vrai. Le ressenti en tout cas peut être long. Mais si on ne met pas d'enjeu dans le truc, si on se dit c'est quand tu veux. Ouais. Ah, j'aime beaucoup ça. Du coup, on attend. Pas de pression. Non, on n'a pas de pression. Moi, j'avais mon impair et je lui étais sous la pluie comme ça, à me dire vraiment, c'est la galère aujourd'hui. Je me dis, écoute, il tient qu'à toi rentrer au box au chaud, hein. C'est toi qui vois. Et puis, à un moment, voyant que je faisais rien, il était prêt à s'opposer, je le savais. Ouais. Voyant que je faisais rien, il a pris la décision de rentrer. On est rentré en marchant dans toutes les flaques. C'était fini. Incroyable. Il fallait juste qu'il décide. Et c'est ça, je crois. Apprendre. Tu lui as laissé aussi l'opportunité de décider par lui-même. Oui, mais bien sûr. Pas juste de répondre à une contrainte ou à une demande. Oui, je n'ai pas poussé dans la flaque. J'ai juste dit, tu restes là autant que tu veux. Pas grave, ton problème. Tu l'as obligé à réfléchir en fait. Oui. Mais le truc, c'est que les humains veulent trop faire à la place des chevaux. C'est vrai.
Les chevaux sont beaucoup plus intelligents que ce que les humains croient. On n'a pas besoin de les téléguider. On a juste besoin d'attendre d'avoir le bon comportement. Un exemple que j'utilise très souvent, c'est les jeux télévisés. Ouais. Quand on regarde un jeu télévisé, on va se dire, en fait, pose une question simple, ils sont nuls ces candidats, vraiment. Pourquoi ils n'y arrivent pas? Je suis sûre que chez eux, ils y arrivent. Mais il y a la télé, il y a la caméra ici, il y a la lumière là, il y a la musique, il y a le public, il y a le fait de savoir qu'on est filmé. C'est pour ça qu'ils ne répondent pas. Ouais. Les chevaux, c'est pareil. Si je suis en train de pousser, tirer, dire fais ci, fais ça, mon cheval n'a pas le temps de réfléchir face à un problème. Pour ça, là, on est en face d'un terrain de montagne. Je veux dire, en montagne, les chevaux ont besoin de réfléchir. Quand est-ce qu'on va avoir des problèmes? C'est quand on les empêche de réfléchir parce qu'on est trop en train de les solliciter. On a besoin de les laisser réfléchir. On réfléchit tous beaucoup mieux dans le calme. Pourquoi les chevaux, ça serait différent? Le calme fait toute la différence pour poser sa réflexion et prendre des décisions souvent qui sont meilleures, surtout. Bien sûr, bien sûr. Carrément. Bonjour, Kenzie. Et donc tu rencontres ce cheval qui te permet d'apprendre différemment. Ouais, j'ai appris différemment avec lui. Et puis, je l'ai débourré, ça s'est bien passé. On est parti faire autre chose. On participait à des rallyes et tout. Puis les gens me disaient, mais il est entier. Et puis vu le gabarit du truc, il me dit, il est entier, mais il ne bouge pas. Je dis, non, ça va. Et là, j'ai commencé à avoir des gens qui m'ont commencé à me demander, à me dire, mais du coup, moi, mon cheval... ils arrivaient avec des questions, avec des problèmes, et j'ai commencé à aider d'autres personnes à partir de là, avec leurs chevaux. Le premier cheval que j'ai débourré, redébourré, et qui ne m'appartenait pas, qui n'était pas pour moi, c'était un pur Sarab. Je ne sais pas pourquoi, ça ne m'étonne pas beaucoup. C'est ça, c'était un pur Sarab qui s'appelait Sultan. Et ce cheval est arrivé théoriquement débourré, en fait pas du tout, en fait juste terrorisé. Et après avoir assisté à des scènes du père et du mari de sa propriétaire avec ce cheval où j'en ai pleuré. Ah ouais. Un jour, je suis allée le voir et j'étais en train de le caresser dans le pré alors qu'il était censé être inapprochable. Et sa propriétaire est arrivée et me dit, mais est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'aider? Et c'est parti de là d'aider les autres. C'est Sultan le premier. Celui qui a ouvert la voie à plein d'autres, du coup. Ouais, et puis bizarrement, le premier cheval que j'ai débourré sans mort. Parce qu'en fait, la personne qui l'avait débourré lui avait tellement abîmé la bouche qu'on ne pouvait plus mettre de mort ce cheval. Il n'avait même pas eu le choix, en fait. Là. Ah non, là, à l'époque, je veux dire, c'était il y a très très longtemps. Oui. Aujourd'hui, on en parle assez facilement, voilà, mais personne ne montait sans mort. Personne ne montait sans mort. Donc, c'est il y a 30 ans, t'imagines. Ah ouais. Le temps est passé, Cheyenne a changé de maison, j'ai traversé des difficultés dans ma vie très importantes, ce qui fait que j'ai dû me séparer de mon cheval de cœur, donc c'était très 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 dur. J'ai monté Mystère jusqu'à 34 ans, jusqu'à 31 ans. Et il est mort à 34, donc je l'avais racheté à 17, il devait aller à l'abattoir. Il a vécu encore 17 ans de plus. De sa vie, c'était prévu. J'ai arrêté de le monter parce que les gens me disaient « Oh, il est beau ton cheval, quel âge il a? 31 ». Quoi, tu montes encore? Tu culpabilisais de monter, à force, ouais, parce que quand tous les gens que tu rencontres te disent ça... tu lui enlèves 10 ans, tu lui dis il a 21. C'est ça. Mais aujourd'hui, je ne ferai plus, parce qu'en fait, mon cheval a dépéri. Je suis sûre qu'il aurait vécu encore. Utilité, le moral a décliné. Ouais. Le fait de... En plus, à l'époque, je ne faisais pas du travail au sol comme aujourd'hui, donc je ne faisais plus rien avec lui, je le sortais pour brouter en main, et ce n'était pas un cheval pour ça. Donc c'est un truc que je ne ferai plus, de céder à la pression sociale. Tu l'as expérimenté et tu peux en parler aujourd'hui, c'est aussi une expérience. Parce que ça a été radical. Hein. 6 mois plus tard, il avait perdu la moitié de sa musculature, non, je ne ferai plus ça. Ok. Et donc là, tu as Sultan qui arrive dans ta vie, donc tu aides Sultan. J'aide Sultan, il repart, et puis finalement, j'avais d'autres personnes, la personne était ravie, donc elle a parlé à des amis, donc les chevaux ont commencé à arriver, j'ai commencé à m'occuper d'autres chevaux. Et puis j'ai changé de vie. Ouais. J'ai divorcé, j'ai déménagé, j'ai changé de région, j'ai tout changé. Là, après, j'ai eu une période un peu difficile, où j'ai dû vendre Cheyenne. Et puis, j'avais juste plus que Mystère. Et puis, j'ai rencontré l'homme de ma vie. J'ai encore rechangé de région. J'ai encore changé de travail. J'ai encore tout changé. Rebondissement sur rebondissement. Qu'est-ce que tu faisais comme travail à ce moment-là? Travail alimentaire, j'entends, du coup, peut-être? À ce moment-là, je vendais des bijoux sur les marchés.
Et quand j'ai eu déménagé, j'étais chargée de recrutement dans l'intérim. Mais tu as vraiment eu un parcours, comme tu dis, c'est pas chaotique, mais je comprends mieux l'expression. Voilà, c'est-à-dire que j'ai eu tout, je dirais, j'ai habité dans une maison avec 12 hectares, une immense maison, j'habite dans une toute petite maison, j'ai vraiment fait de tout au cours de ma vie, avec des hauts, des bas. Ouais, avec des moments où j'avais du mal à nourrir mes animaux, au point que je vende Cheyenne pour pouvoir nourrir Mystère. Ouais. Je veux dire, jusqu'à des moments où tout va bien. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler justement de peut-être un moment où tu as eu un doute ou un moment où tu as failli abandonner? Là, j'aidais plus personne parce que j'avais besoin de m'aider moi. Ouais. Chaque fois que je prends l'avion, il y a cette consigne dans les avions. Avant d'aider qui que ce soit à mettre un masque à oxygène, mettez le vôtre. Yes. Et en fait, je crois que c'est un truc super important. On ne peut pas aider bien les autres, sinon on ne va pas bien. C'est pas possible. Dans cette période-là, j'étais pas du tout apte. Je ne me serais pas aventurée à aller même apprendre quelque chose de nouveau à un cheval ou quoi, parce que j'étais juste pas en état de le faire. Là, j'ai aidé aucun cheval pendant plusieurs années. J'étais pas en état. Donc, tu as eu des moments comme ça où tu t'es mis en retrait volontairement? Ah oui, bien sûr. Monté Mystère, après je l'ai mis à la retraite et du coup, je faisais plus grand-chose avec les chevaux. Et du coup, j'aidais plus du tout de chevaux. J'étais vraiment... je m'occupais de mon cheval en retraite et puis c'est tout. Et puis j'ai rencontré Marussia. Alors, parle-nous en fait de cette rencontre avec cette petite rouquine. Avec la rouquine. Marussia, en fait, elle était sous ma fenêtre de cuisine. Moi, j'étais plus montée depuis, parce que Mystère était en retraite depuis 3-4 ans. Et puis, j'ai eu mon fils, Louis. J'ai eu Sarah 2 ans plus tard. Et donc, tout ce temps-là, j'ai dû passer 4 ans ou 5 ans sans monter à cheval. Et puis, il y avait Marussia qui était sous mes fenêtres de cuisine avec ses 2 petites copines Shetland dans son pré. Et puis un jour, j'ai discuté avec son propriétaire, parce que je lui ai dit, je ne la vois jamais sortir. Et il me dit, non, mais elle n'est pas encore débourrée. J'ai des amis qui vont me la débourrer, mais là, pour le moment, ils sont pris, mais bientôt, elle va être débourrée. Je vais la monter à GF. Vous êtes cavalier? Il me dit, oui, j'ai déjà pris un cours. On aime l'assurance. Et moi, je voyais Marussia dans le pré, je la voyais, le caractère qu'elle a et comment dire, et les démarrages qu'elle peut faire, même juste dans le pré comme ça. Et je me disais, il a pris un cours, ça va être chaud. ça va être difficile. Ça va être difficile. Et puis, je lui dis, bah, écoutez, je l'aurais bien débourré parce que moi, j'adore débourrer les chevaux. Mais en fait, j'étais enceinte jusqu'aux yeux à ce moment-là. Donc, pile le bon moment. C'était pas super truc. Et en fait, Marussia, quelques mois plus tard, est partie au débourrage. Et elle est revenue du débourrage, hystérique et pas débourrée. Ça s'est extrêmement mal passé au débourrage. Ils n'ont jamais réussi à la monter. Elle était violente. Et un jour, il me dit, mais elle m'énerve parce que là, elle ne veut pas passer. Il y avait un petit pont en béton et elle ne voulait pas passer le pont. Et donc, du coup, lui, il prenait les autres poneys, il partait, il la lâchait. Et puis, elle sautait tout. Et elle rejoignait les copains au galop. Mais vous savez, c'est vachement dangereux parce qu'en plus, c'était un chemin où il y avait tous les enfants qui faisaient du vélo. Enfin, je dis, mais c'est super dangereux. Il me dit, oui, mais là, j'ai essayé plein de fois, elle m'énerve et tout. Et je lui dis, vous voulez que je regarde? Et donc, j'ai fait 3 séances avec Marussia. Et c'était assez drôle parce qu'on arrive tous les deux, j'avais Marussia en main, je lui dis, c'est bon, elle passe et tout. Et on arrive à 10 mètres du pont où il s'éjecte. En pensant que ça allait être... Ah oui, de lui-même, il s'est il s'est éjecté, parce que vu ce qu'elle faisait avant avec lui, elle était droite debout devant le pont. Ouais, c'est ça, elle se cabrait devant le pont si il essayait de la forcer. Donc. Et elle passe, plom, 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 plom. Il fait, mais elle peut faire ça. Et puis du coup, il m'a demandé si je pouvais la débourrer. À ce moment-là, il a eu envie. Et donc, voilà. Et donc du coup, j'ai débourré Marussia. Et puis, au printemps, il est venu me proposer de me la vendre. Donc, j'ai acheté Marussia. Ça a été le cheval quand même vraiment du virage. La transition. Oui, parce que je faisais avec mes propres outils jusque-là. Mais entre-temps, il y avait eu les réseaux sociaux. Ouais. Qu'est-ce que tu as découvert avec les réseaux sociaux? L'horreur. Des gens en galère? Oui. Je pensais, en fait... Quand je rencontrais des gens qui avaient des difficultés, je pensais que c'était ponctuel, en fait, que cette personne avait des problèmes. Okay. Mais avec les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que pratiquement tout le monde avait des problèmes. Il y avait tellement de choses qui me semblaient tellement simples. C'était simple pour toi?
Oui, en fait, parce que tu le faisais naturellement. C'est ça. Mais les autres n'avaient pas cette connaissance-là et cette façon de réfléchir, je dirais. Et donc, du coup, j'ai commencé à apporter ça sur des forums. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Avec une amie, on a créé un forum qui s'appelait Fun & Cool. Comme le nom du terrain ici. C'est ça. Yes. Et là, j'ai aidé des gens à progresser par Internet 100%. Et donc, du coup, à voir les résultats de ces personnes, je me suis dit qu'il y avait vraiment, on pouvait vraiment amener les gens à un autre niveau grâce à Internet. Et moi, à ce moment-là, je suivais aussi des programmes par Ellie, par Internet, donc je savais que c'était possible. Mais ça n'existait pas en français. Entre-temps, j'ai eu la sellerie éthologique. Avec mon mari, on avait créé la sellerie éthologique. Oui. Donc, on avait été les premiers en France à faire des licoles en couleurs et des trucs et des machins. Et justement, là, j'avais au téléphone tous les jours des clients qui appelaient parce qu'en fait, j'ai un jeune cheval qui a du mal à s'arrêter en mort. Vous croyez que si je mets un licol, ça serait plus simple? Parce qu'on m'a dit que les licoles, c'était vachement bien. Donc, il y a 2-3 choses à expliquer. Le licol ectomagique à ce moment-là, qui était un peu à la mode. On a l'impression que si on mettait l'icole encore, tout irait bien. Et donc, du coup, je conseillais les gens au téléphone toute la journée. Tu as passé du temps à faire ça. Oui. Avant de te dire, je pourrais peut-être me professionnaliser, en fait. Et en fait, si je fais ça de façon professionnelle, c'est grâce à Tonnerre, donc au cheval de Sarah, avec qui je suis tombée. Ni de sa faute ni de la mienne, enfin, un concours de circonstances vraiment très très bête. Pas sous une branche basse et un jogger qui sort à 2 mètres devant le cheval en courant. Donc voilà, là on ne peut pas faire grand chose. Et je me suis broyé l'articulation de l'épaule. Donc quand on est une entreprise, on travaille avec son mari et qu'on ne peut plus faire sa part du travail, c'est très dur. On a passé un moment où on se dit qu'est-ce qu'on fait? On ferme la sellerie, on ne la ferme pas. C'était là vraiment la grosse remise en question. Finalement, on a pris une employée, la sellerie a continué sans moi. Et moi, je m'occupais du rapport avec les clients, j'avais plus de temps pour ça. Mais c'était un peu frustrant aussi de faire juste la hotline, quoi. Et c'est là que j'ai eu l'idée de me dire pourquoi je ne ferais pas carrément. En plus, je voyais tous ces gens qui appelaient, qui étaient en galère aussi. Donc du coup, j'ai voulu faire quelque chose pour eux. Et j'ai voulu faire aussi ce que j'aurais aimé trouver moi. Puisque moi, j'étais toujours toute seule dans mon coin avec mes chevaux. Et en fait, c'est ça. Chaque fois que je crée une formation, une nouvelle façon d'expliquer, je me dis qu'est-ce que j'aurais moi aimé trouver et que je n'ai jamais trouvé en fait. Et moi, je sais que quand je t'ai découverte en 2016, donc 1 an après ta création, pour moi, c'était vraiment innovant de trouver quelqu'un qui proposait de l'accompagnement équestre en ligne, parce qu'en France, je pense que tu étais la pionnière. Vraiment, je n'avais jamais vu ça. Je me suis dit, waouh, mais quelle idée incroyable! Et quand on commençait les formations avec toi, c'était hyper pratique en plus. C'était pas juste de la théorie qu'on voyait, c'était vraiment du concret qu'on devait implémenter. Et je me suis dit, waouh! Tu étais vraiment une pionnière il y a 8 ans en arrière, alors qu'aujourd'hui tout le monde le fait. Ah oui, avec le Covid, ça a été la flambée. Mais toi, ça fait un moment que tu t'es lancée là-dedans. C'est ça. Et du coup, le truc, c'est que l'avantage que j'ai, c'est que mes formations, elles sont éprouvées. Je les ai affinées au fur et à mesure du temps. Et j'ai vu ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. 8 ans d'expérience. Elles sont là aujourd'hui. Et c'est une vraie force que tu as eue, je pense, parce que je me rappelle, même à l'époque, tu nous demandais si on avait aimé ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer, etc. Tu demandais vraiment notre feedback. Et je pense que, comme tu as toujours fait ça, tu as de plus en plus pu avoir, comme tu dis, affiné ce que tu proposes pour que ça colle exactement aux besoins des personnes que tu accompagnes. Et c'est pour ça que c'est aussi efficace aujourd'hui aussi. Et est-ce que tu aurais un conseil pour des personnes qui, aujourd'hui, auraient envie de développer une activité avec les chevaux et qui n'osent pas prendre cette décision parce qu'elles ont l'impression qu'on ne peut pas bien gagner sa vie dans le milieu du cheval, que c'est compliqué, que c'est réservé à une certaine catégorie de personnes? Est-ce qu'il y a un truc que tu aurais envie de leur partager? De nager dans leur océan bleu. Oh Nager dans leur océan bleu. C'est-à-dire que, en fait, ce qui peut être très contraignant, c'est de se sentir en concurrence. Du coup, quand on se sent en concurrence, on va toujours trouver quelqu'un qui est plus fort que nous, plus machin que nous, etc., complètement. etc. Et du coup, on se sent illégitime. Du moment où on se sent légitime, on va avoir cette espèce de besoin de défendre notre point de vue qui n'est pas indispensable. Je choisis les personnes dont j'apprends,
Mais les personnes qui ont des formations en ligne du même niveau que moi, qui s'adressent au même public, etc., je ne regarde pas. Je ne regarde pas leur contenu, je ne regarde pas leur mode de communication. Okay. Je fais ce qui me semble juste. C'est pour rester fidèle à toi-même oui. aussi. Qu'est-ce qu'on vend finalement? En fait, on vend soi. Oui. On est le produit quand on fait ce que je fais. Complètement. Je suis le produit. Et si je commence à être influencée, je veux dire, et à copier ce que font les autres, ben, mon produit, je trouve qu'il perd en fait en personnalité. C'est vrai. Il est venu me voir il n'y a pas longtemps en me disant comment dire, il paraît que c'est lucratif, il paraît que c'est ça, moi je voudrais faire ça parce que ça rentrerait de l'argent et tout. Mais c'était pas ta démarche du tout. C'est n'importe quoi. Je veux dire, le truc c'est en quoi est-ce qu'on croit? Être fidèle à ce qu'on croit. Et déjà avoir suffisamment de personnalité. De ne pas être la copie d'un tel ou d'un tel. Je veux dire, dans mes formations, j'insiste bien sur le fait que ce qu'on fait avec notre cheval, c'est un moyen d'expression. Ça reflète notre personnalité. On n'est pas là pour faire du dressage, parce que dans mon écurie, ils font du dressage. On peut avoir tellement de façons de vivre bien la relation avec nos chevaux, en allant vers toutes les disciplines qui nous plaisent, vers les exercices qui nous plaisent. Et je veux dire, si on se calque sur quelqu'un, on n'est plus soi-même. Et là, du coup, surtout si on veut être professionnel, ben, il faut savoir déjà ce qu'est notre envie à nous, pas celle des autres, la nôtre. Ça, c'est souvent un fondement qu'il y en a qui vont oublier en route. Oui. C'est vrai. De regarder déjà qu'est-ce qui te fait rêver, qu'est-ce qui te donne envie, qu'est-ce que tu as envie de développer vraiment. Qu'est-ce que tu veux faire toi? Yeah. Qu'est-ce que tu veux faire toi vraiment au fond, quoi? Et à qui tu t'adresses? On oublie ça aussi, parce qu'après, il y a les gens en fait, qui ne voient que et qui ne savent plus à qui ils parlent. Moi, j'oublie jamais à qui je parle. On parle à 2 ou 3 clients qu'on choisit. Et moi, c'est vrai que j'ai 2, 3 clientes préférées. Et quand je crée quelque chose, je pense qu'est-ce qui peut les aider, elles. Parce qu'elles sont le public que j'apprécie, celui que j'ai envie qu'ils viennent à moi. C'est hyper important ce que tu délivres comme clé, parce que c'est ce qu'on appelle ton cœur de cible, ton client préféré. Et moi, je sais qu'un truc qui m'avait marqué aussi, c'était de dire, parle comme si c'était ta meilleure amie que tu veux aider. Mais c'est ça. Et d'être vraiment, être soi, ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Je crois que ça, c'est un truc important, c'est d'être soi jusqu'au bout, de ne pas mettre un habit de prof. Pas de masque. Pas de aligné aussi, ça veut dire que tu es vraiment droite dans ce que tu ressens, dans ce que tu veux transmettre et dans ce que tu penses. Ça pour moi, du coup, et dans ce que je fais. Ça se voit. Et dans ce que je fais. Dans ce que tu fais, ouais. Et pour moi, c'est essentiel. Je ne vois pas comment je pourrais faire autrement, en fait. Et vous-même, les autres sont déjà pris? Oui. C'est déjà C'est bizarre, elle est dans mon bouquin, celle-là. Et pour les personnes qui ont envie de connecter avec toi, je mettrai un lien sous la vidéo pour que vous puissiez la retrouver. Est-ce que tu as des actualités que tu veux nous partager? Pour les fêtes de fin d'année, là, j'ai fait des cadeaux parce que, comment dire... On adore les cadeaux. On est tout de suite. Comment dire, j'ai écrit 3 livres, 3 tomes d'une même série. Oui, tu as fait ça aussi, quoi. Ouais, j'ai fait ça aussi. J'ai fait ça aussi. C'est des livres prise de conscience. Hein. J'ai reçu beaucoup de messages après avec toutes les personnes qui ont lu ces livres-là, disant que ça leur avait fait des électrochocs. Et qu'elle lisait en se disant « mais pourquoi j'ai pas pensé avant ?» et je trouve que c'est des livres pour allumer des lumières. Et c'est pareil, je suis toujours très pratico-pratique, aussi bien dans mes formations que là dans les livres. Et même sur du travail sur soi. En fait, il y a des exercices dans les livres parce que je trouve qu'on lit un livre, ok, on l'a lu. Et puis dans 3 jours, dans 4 jours, on ne se rappellera plus trop. Et donc, pour impliquer davantage le lecteur, à chaque chapitre, il y a des exercices de réflexion où on écrit. Ouais, ça c'est bien. Et le fait d'écrire derrière, c'est beaucoup plus... En train de le processer. Ouais. Ce que j'entends, je l'oublie. C'est ça. Mais ce que je fais, je le retiens. Voilà. On est obligé de réfléchir. Ce que j'ai voulu transmettre avec ça, c'était vraiment de s'impliquer comme ça, petit à petit, et de processer. Donc là, vraiment... De mesurer le progrès aussi. Oui. Parce que souvent, en fait, quand on a des moments de down,
Je suis nulle, j'arrive à rien. On n'arrive à rien. Aujourd'hui, on a fait une séance catastrophique. En fait, cette séance, pour parler de ce qu'on disait au début, on n'aurait peut-être pas dû la faire. Oui, on n'était pas dans le bon état On n'était émotionnel. peut-être pas dans le bon état pour faire la séance. Bon, du coup, on a fait une séance complètement pourrie. Ok, ça arrive à tout le monde, ça m'arrive, ça arrive à tout le monde. On oublie à quel point il y a des jours on dans les jours down. Si on note là où on en était, avant d'y aller, je reprends, je me dis ok, j'en étais là, j'avais ce projet et je continue dessus. Et c'est ce qui fait la différence entre avoir pas le temps et puis du coup ne pas avancer et avoir pas le temps et avancer. Parce que là, tu as de la clarté. Oui. Et en ayant de la clarté dans ton intention de ce que tu veux mettre dans la séance aussi, tu as d'autres résultats. Tout à fait. Pour toutes les commandes, j'offre des petites affiches parce que sur ma page Facebook, je partage beaucoup de citations avec des textes explicatifs. Et là, avec en fait, des jolies photos. Avec des jolies photos, parce que c'est mon autre passion, la photo. De très jolies photos. Et donc, du coup, comment dire, là, j'offre des affiches, des petites affiches A5. Parce que moi, en fait, je mets sur mon bureau, partout, j'ai des citations. C'est des trucs qui m'aident aussi dans les moments de down, d'avoir des petites citations. Voilà. Où mes yeux tombent dessus, je me dis oui, go. Parce que tu es comme tout le monde aussi. Tu as des moments où il y a des jours de doute, des jours de moins bien. Mais c'est bien de le dire parce que parfois on a une image que pour d'autres personnes, ils n'ont pas ces difficultés-là. Mais le truc, c'est que tout le monde les a. Je veux dire, 100%. C'est de la même façon, ne pas être content de ce qu'on fait. C'est un truc qui m'a toujours frappée, c'est que les gens que j'accompagne souvent me disent « Ah oui, mais moi, tu vois, là, c'était pas parfait, c'était pas ce que je voulais. » Je dis « Mais ça sera jamais parfait et ça sera jamais ce que tu voulais. Dis-toi bien, et moi, ça m'avait vraiment frappée, de voir un spectacle avec Lorenzo, en piste avec 16 chevaux. Et tout le monde est ébahi. Et lui, il sort et il n'est pas content. J'en ai croisé plusieurs des artistes équestres comme ça, qui me font la liste de tout ce qui allait pas. Mais c'était juste incroyable le show. Donc, de toute façon, on n'est pas Lorenzo. Et ça n'ira jamais aussi bien que ce qu'on aurait voulu. Et c'est pas grave. Et donc, le cadeau, ces petites affiches. Et le cadeau, les petites affiches. Et si on achète par exemple les 3 tomes ou 3 livres, c'est-à-dire qu'on arrive à 75 € de commande, j'offre le carnet de citations avec 52 citations. Donc c'est un beau cadeau. Et est-ce que tu vas faire prochainement un stage ou tu as des dernières formations en ligne là, qui sont sorties? Alors là, depuis le mois de début octobre, je fais des formations pour les pros, qui sont que pour les professionnels. Parce que je me suis rendu compte que les professionnels étaient comme tout le monde, même pire que tout le monde, puisque je les trouve beaucoup plus seuls. Ils n'ont pas osé parler de leurs difficultés parce qu'ils ont cette position haute un petit peu du sachant. C'est ça. Elles ont besoin de confidentialité. Et donc, je fais une formation où chaque semaine, elles peuvent venir vers moi, évoquer un problème avec moi qu'elles ont eu cette semaine, ou un cheval qui a été difficile pour elles, ou un moment qui a été difficile pour elles. Et je suis super contente, ça me plaît énormément de faire ça. J'ai mis 2 ans à le mettre au point, 6 mois à me décider à le faire. Ah oui, donc temps de maturation quand même assez long. Oui, ça a été vraiment long. Merci pour ces partages Valérie, j'espère que vous aurez apprécié cette interview autant que moi j'ai pris plaisir à discuter avec toi. Et j'ai vraiment à cœur de mettre la lumière sur des personnes qui sont inspirantes et qui, comme toi, sont à l'écoute des personnes que tu vas accompagner vraiment avec ce cœur de contribuer et d'aider les autres. Ça me fait vraiment plaisir, d'autant plus que je suis une de tes premières fans. Donc voilà, double plaisir. Encore merci pour ce moment et puis on se retrouve bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.